Il arrive parfois qu'une simple phrase, prononcée par une personne en qui l'on avait confiance, puisse faire basculer une vie. C'est précisément là que commence la mienne. Je m'appelle Kira Dalton et je vis à Rochester, dans le Minnesota, où j'ai passé des années à tenter de garder l'équilibre, tout en portant silencieusement un fardeau familial que personne n'a jamais voulu admettre. La responsabilité est devenue une habitude bien trop précoce. Et, à un moment donné, ma famille a commencé à la considérer comme une obligation plutôt que comme un choix. Le point de rupture est survenu lors d'un dîner de famille, une soirée qui aurait dû être ordinaire, mais qui a révélé tout ce que j'avais essayé d'ignorer. J'étais assise à table lorsque mon père m'a soudainement pointé du doigt avec une certitude plus tranchante que n'importe quelle dispute. Il a dit « Tu es une sangsue. Tu n'as jamais rien apporté à cette famille. » Ma mère n'a pas hésité une seconde avant d'ajouter « Personne ici ne t'aime. » Personne autour de la table n'a paru surpris ni n'a cherché à adoucir le coup. Je n'ai pas ressenti de colère. J'ai eu l'impression qu'ils attendaient une confession. Je n'ai pas protesté. Je ne me suis pas défendu. J'attendais simplement le prochain versement de l'emprunt immobilier, et ils étaient loin de se douter que ce serait la dernière fois qu'ils me parleraient ainsi. Si vous voulez savoir ce qui les a poussés à prononcer ces mots et ce que j'ai fait après cette nuit-là, regardez-moi. La suite m'a moi-même choqué, et elle pourrait bien changer votre regard sur votre propre famille. Il y a des années, bien avant que je comprenne la notion de limite, ma famille avait déjà décidé du rôle que je jouerais à la maison. Et ce n'était jamais celui de quelqu'un qui avait le droit de se reposer. Quand j'étais jeune, mon père a connu une longue période de chômage. Et même si je ne comprenais pas tous les détails de ses difficultés, j'en comprenais suffisamment pour ressentir la tension qui régnait dans la maison. Ma mère essayait de maintenir l'équilibre tant bien que mal. Pourtant, la pression semblait peser sur celui ou celle qui était prêt, à l'assumer, et c'était généralement moi. Des responsabilités qui auraient dû être partagées sont devenues des habitudes qui ont discrètement rythmé mes journées. À peu près à la même époque, mon frère aîné, Mason, a commencé à recevoir une attention telle que le déséquilibre est devenu flagrant. Quand il voulait quelque chose, maman trouvait toujours une excuse, et papa approuvait souvent sans hésiter. Si Mason oubliait ses corvées ou passait l'après-midi avec ses amis, les excuses fusaient avant même que je puisse dire un mot. Pendant ce temps, chaque tâche inachevée de ma part était perçue comme la preuve que je ne faisais pas assez d'efforts. J'ai vite compris que les attentes n'étaient pas réparties équitablement. Et même si personne ne le disait ouvertement, leurs actes traçaient clairement les limites. La situation s'est aggravée lorsque ma tante Sharon s'est présentée à notre porte, disant qu'elle avait besoin d'un endroit où loger le temps de se remettre sur pied. Au début, je pensais que ce serait temporaire, mais ses valises se sont multipliées, et les semaines se sont transformées en mois sans qu'elle ne semble vouloir partir. Sharon ne payait pas de loyer et participait rarement aux factures, même si elle avait toujours son mot à dire sur la façon dont chacun devait dépenser son argent. L'atmosphère est devenue pesante, et les difficultés financières ont poussé maman à prendre des raccourcis dès qu'elle le pouvait. D'une manière ou d'une autre, ces ajustements finissaient toujours par me faire plus qu'avant, tandis que Sharon s'installait confortablement dans sa routine d'être prise en charge. À l'adolescence, j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Au début, j'ai pris des petits boulots après l'école, pensant que cela me donnerait un semblant d'indépendance. En réalité, mon salaire est devenu discrètement une source de revenus supplémentaires pour le foyer. Maman insistait sur le fait que c'était juste pour les besoins essentiels et que j'exagérais quand j'hésitais. Papa prétendait qu'il était normal que chacun contribue, mais ignorait que Mason ne nous avait jamais donné un seul chèque de paie de ses emplois du week-end. Sharon louait parfois mon éthique de travail, mais d'un ton qui laissait entendre qu'elle évaluait un outil plutôt qu'une personne. Chaque dollar gagné semblait disparaître à une vitesse folle, et chaque fois que je demandais où allait l'argent, je n'obtenais que de l'irritation au lieu de la transparence. J'ai parfois essayé d'aborder le sujet avec tact, espérant que la conversation évoluerait, mais mes inquiétudes étaient balayées d'un revers de main avant même d'avoir pu s'apaiser. Maman m'a accusé d'ingratitude. Papa disait que je me trompais. Mason a levé les yeux au ciel, comme si j'avais interrompu quelque chose de plus important. Sharon a ri doucement, comme si mes tentatives l'amusaient. Aucun d'eux ne s'est jamais demandé à quel point leurs attentes avaient augmenté, ni à quel point ils dépendaient de moi simplement parce que je ne créais jamais de conflit. J'ai fini par accepter ce schéma comme immuable, même si cela ne me semblait jamais juste. Rétrospectivement, cette période a façonné la personne que je suis devenue, celle qui prenait toujours la place des autres. Elle m'a conditionné à anticiper les besoins avant même qu'ils ne les expriment et à reléguer ma propre fatigue au second plan. Je n'ai réalisé l'ampleur des dégâts que bien plus tard. Mais à l'époque, cela me semblait le seul moyen de maintenir la paix dans une maison qui reposait en grande partie sur ma volonté d'en faire plus que ma part. Il y a 3 ans,
J'ai atteint un point où rester chez mes parents me paraissait plus lourd que tout ce que je pouvais affronter ailleurs. Alors j'ai fait mes valises et je suis partie, plus déterminée que certaine. Je me souviens de ce sentiment d'étrangeté face à ce monde qui m'apparaissait si différent, lorsque personne ne m'attendait pour commenter mes décisions ou remettre en question ma capacité à gérer ma vie. Quitter la maison n'était pas un acte de rébellion. C'était la première véritable décision que je prenais pour moi-même. Et je savais que si je ne franchissais pas le pas, les addictions qui sévissaient dans cette maison engloutiraient tout l'avenir que j'espérais construire. Durant mes premiers mois d'indépendance, j'ai cumulé 2 emplois, car un seul salaire ne suffisait pas à couvrir le loyer, les transports et les courses. Mes matinées commençaient dans un café du quartier et mes soirées se terminaient dans un centre communautaire où j'animais des activités périscolaires. Ce rythme effréné m'a épuisé comme jamais auparavant. Pourtant, cette fatigue me procurait un sentiment de force étrange, car chaque heure travaillée m'appartenait. Personne ne me demandait où passait l'argent. Personne ne critiquait ma façon d'occuper mon temps. Lorsque je me sentais submergé, je me rappelais que la liberté est rarement confortable au début. Mason a dissipé ses doutes lors de ma première visite éclair à la maison pour récupérer quelques affaires que j'y avais laissées. Il m'a demandé si j'étais déjà à court d'argent, et son sourire laissait clairement entendre qu'il pensait que je finirais par revenir. Sharon s'est mêlée à la conversation en suggérant que j'étais trop naïve pour la réalité, comme si le fait de rester dans ma chambre d'enfance sans payer de loyer faisait d'elle une experte en indépendance. Maman avait l'air inquiète, mais elle m'a aussi rappelé que je pouvais revenir quand j'en aurais assez de faire semblant. Papa a évité la discussion, mais son silence indiquait qu'il s'attendait lui aussi à un échec. Je suis partie avec une détermination plus affirmée, résolue à ce qu'aucun d'eux n'ait jamais la satisfaction d'entendre qu'ils avaient raison. Construire une vie stable exigeait plus que de longues heures de travail. Alors, j'ai commencé à étudier la gestion budgétaire et les bases de la planification financière. J'ai ouvert une carte de crédit sécurisée et j'ai remboursé toutes mes dettes dès que j'ai reçu mon salaire. Les progrès étaient lents, mais les chiffres sur mes relevés bancaires augmentaient progressivement, et chaque amélioration était une petite assurance que j'étais capable de gérer ma vie sans dépendre de personne. Je me suis inscrite à des cours du soir dans un lycée technique et j'ai utilisé le temps qu'il me restait après le travail pour accomplir des tâches qui me permettraient de trouver un meilleur emploi. La routine laissait peu de place au repos, mais ce malaise était justifié car il façonnait une version de moi-même qui m'avait été refusée pendant des années. Il y avait des nuits où la peur s'insinuait sournoisement, surtout lorsqu'une dépense imprévue survenait ou que la charge de travail s'accumulait dans mes 2 emplois. Je refusais d'appeler chez moi, non par orgueil, mais parce que je devais me prouver que les difficultés n'étaient pas synonymes d'échec. Je me rappelais avec quelle facilité mes efforts avaient été balayés d'un revers de main lorsque je vivais chez mes parents. Et ces souvenirs sont devenus le carburant qui a renforcé ma détermination à aller de l'avant, même lorsque les progrès semblaient imperceptibles. À la fin de la première année, mes revenus s'étaient suffisamment stabilisés pour que je puisse quitter un emploi et me concentrer sur celui du soir qui offrait des perspectives d'évolution. Lorsqu'un supérieur m'a encouragé à postuler à un poste permanent, j'ai saisi l'opportunité malgré l'incertitude. Cette promotion a renforcé ma confiance en moi bien plus que mon salaire. Et pour la première fois, je me suis autorisé à imaginer un avenir bâti non pas sur les attentes de ma famille, mais sur les choix que je faisais consciemment. Mois après mois, ma vie devenait plus calme, plus stable, et indéniablement mienne. J'ai compris que l'indépendance consistait moins à être seul qu'à apprendre à faire confiance à la personne que je devenais, même quand personne d'autre ne croyait en ma réussite. Un été, tout ce que j'avais construit avec tant d'efforts sembla s'effondrer d'un coup. L'entreprise où j'avais enfin commencé à entrevoir un avenir annonça une fermeture brutale. Et en moins d'une semaine, chaque employé, moi y compris, reçut des documents confirmant la suppression de nos postes. J'essayais de garder mon calme en faisant mes cartons. Pourtant, l'incertitude m'envahissait. Perdre mon emploi n'était pas qu'un simple revers. Cela menaçait la stabilité que j'avais patiemment bâtie au cours des dernières années. Le loyer était dû dans quelques jours, et mes économies, si précieuses, ne suffiraient pas à couvrir les prochains mois. J'ai cherché de l'aide partout où je pouvais, mais la plupart des réponses étaient des refus, tous plus décourageants les uns que les autres. Tandis que les factures s'accumulaient, la pression sur ma cote de crédit commençait à s'accentuer, et je sentis la peur, cette étreinte familière, se resserrer. J'ai essayé de vendre quelques affaires pour gagner du temps, mais la somme obtenue n'a quasiment rien changé à ma dette. J'ai envisagé de contracter un autre prêt temporaire, mais le risque de m'endetter davantage m'a dissuadé. Finalement, après avoir épuisé toutes les solutions, j'ai compris que je ne pouvais plus garder mon appartement. Rentrer à la maison était la dernière décision que je voulais prendre, mais c'était la seule qui me restait. Arrivée à la porte avec mes valises, ma mère m'a serré dans ses bras avec un soupir qui ressemblait plus à de la résignation qu'à du réconfort.
Papa m'a regardé avec un mélange de sympathie et de déception, qu'il ne cherchait pas à dissimuler. Il a dit qu'il aurait souhaité que les choses se passent autrement, même si le ton de sa voix laissait entendre qu'il pensait que cette issue était inévitable. Mason est passé devant nous, a jeté un coup d'œil à mes valises et a souri avant de dire qu'il savait que je ne tiendrais pas longtemps dehors. Sharon a ajouté que le monde était plus dur qu'on ne le pensait et que cela m'aiderait peut-être à être réaliste. Leurs paroles m'ont touché d'autant plus que j'étais déjà rongé par les doutes. Retourner dans ma chambre d'enfance, c'était comme retrouver une version de moi-même que je ne reconnaissais plus. J'essayais de garder une routine bien établie en me levant tôt pour chercher du travail et en envoyant des candidatures du matin jusqu'en fin d'après-midi. Certains jours, j'avais des entretiens qui me redonnaient confiance, tandis que d'autres jours, je n'avais aucune nouvelle et je devais me forcer à rester concentré. Chaque fois que je traversais la maison après une longue journée de recherche d'emploi, à la recherche des commentaires de Mason ou du jugement silencieux dans le regard de mon père, je me rappelais à quel point l'indépendance pouvait être remise en question en un instant. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une offre d'une petite société de gestion qui était prête à me donner ma chance. Le soulagement était immense, même si j'essayais de rester discrète devant ma famille. Quand mon salaire a commencé à arriver régulièrement, j'ai commencé à participer au remboursement du prêt immobilier, car je ne voulais pas être un fardeau. J'attendais de la gratitude, ou au moins une reconnaissance pour mes efforts, mais ma mère a considéré cela comme une obligation que j'aurais dû remplir plus tôt. Mon père disait que c'était normal, puisque je vivais de nouveau sous leur toit. Mason a fait remarquer que rembourser l'hypothèque était le minimum que je puisse faire après avoir été secouru. Sharon a acquiescé avant d'ajouter que je devais me concentrer sur ma part. Leurs réactions ne m'ont pas surprise, mais elles ont confirmé une évidence que je commençais à avoir. À leurs yeux, mes contributions n'étaient jamais des cadeaux, mais des attentes qui grandissaient à chaque fois que je les respectais. Quelques mois plus tard, le rythme de mes journées ne me paraissait plus aussi pesant qu'à l'époque où tout semblait s'effondrer autour de moi. Je me suis concentré sur la reconstruction, et chaque petit progrès me rappelait que l'effort recelait une dignité discrète. Une fois bien installé dans mon nouveau travail, je me suis attaché à répondre à chaque attente avec constance, car j'avais besoin de croire que je pouvais reconquérir ce que les épreuves avaient ébranlé en moi. Dès l'arrivée de mes premiers salaires réguliers, j'ai décidé de rembourser la somme que ma famille avait avancée pendant les quelques semaines où j'étais resté dans la maison. Un après-midi, je suis entré dans la cuisine et j'ai posé le chèque sur la table, n'attendant rien de plus qu'un simple accusé de réception. Sharon y jeta un coup d'œil, puis inclina la tête, comme si elle constatait quelque chose qui confirmait une opinion qu'elle avait déjà. Elle dit que je remboursais une dette de gratitude plutôt que de régler une obligation financière à court terme. Son ton était empreint d'une satisfaction qui laissait entendre qu'elle croyait que ma guérison n'était possible que grâce à leur soutien, même si ces semaines avaient été parmi les plus isolantes de ma vie. Mason, lui, réagit différemment. Il se tenait près de la porte, me dévisageant d'un regard qui trahissait son malaise plus clairement que n'importe quel commentaire direct. Il fit remarquer qu'il était impressionnant de voir à quelle vitesse je m'efforçais de retrouver les apparences, comme si la rapidité de ma guérison l'inquiétait. L'irritation dans sa voix suggérait qu'il préférait me voir en difficulté, car cela lui permettait de préserver l'image de stabilité dont il jouissait au sein de la famille. Son expression se durcit lorsqu'il comprit que je choisissais de ne pas réagir à sa remarque. Pendant cette même période, je remarquai de subtils changements dans la façon dont mes parents géraient les mensualités du prêt immobilier. J'y contribuais. Lorsque je leur faisais un virement chaque mois, ils l'acceptaient avec une attitude qui laissait entendre que ce geste de soutien était devenu une obligation, à leurs yeux. Ils en parlaient comme si j'avais endossé un rôle qui m'avait toujours appartenu, non pas comme une aide précieuse durant une période de transition difficile, mais comme l'accomplissement d'une responsabilité qu'ils estimaient m'incomber. Leur réaction n'était pas malveillante. Pourtant, le ton méprisant dans leur voix me faisait comprendre que la gratitude n'avait plus sa place dans leurs nouvelles attentes. À plusieurs reprises, j'ai surpris des conversations qui révélaient comment ils racontaient mon rétablissement. Un jour, en passant devant le salon, j'ai entendu ma mère expliquer que j'avais retrouvé mon équilibre grâce au soutien de ma famille, qui m'avait aidé à retrouver la stabilité. Une autre fois, Sharon parlait avec assurance à une voisine, affirmant que j'avais enfin compris l'importance de pouvoir compter sur ma famille en cas de besoin. Leur version des faits les plaçait au cœur de mon rétablissement, alors même qu'ils comprenaient mal les efforts que j'avais déployés pour me reconstruire après cette période difficile. Malgré la tension de ces moments, j'ai veillé à répondre avec réflexion, car je savais que ma sérénité dépendait du maintien de limites saines. Je me suis rappelé que la colère ne ferait qu'anéantir les progrès accomplis. J'ai donc opté pour le calme et le silence. Je me suis concentré sur mon travail, sur l'amélioration de mes performances et sur l'élargissement de mes responsabilités. Ma confiance en moi s'est développée d'une manière inattendue.
Et même si l'atmosphère à la maison était tendue, je sentais mon indépendance se consolider. Les améliorations dans ma vie ont créé une distance sereine entre moi et les critiques qui m'accablaient auparavant. Plus j'avançais, plus il devenait évident que mon chemin n'était plus dicté par les suppositions des autres. Cette prise de conscience m'a préparé d'une manière que je ne comprenais pas encore, d'autant plus que le prochain chapitre de ma relation familiale se profilait à l'horizon. Peu après, j'ai commencé à ressentir la difficulté de concilier un travail exigeant et l'atmosphère tendue de la maison où j'essayais de me reconstruire. Chaque journée de travail m'épuisait, ne me laissant que peu de place pour le reste. Pourtant, le poids qui m'attendait à la maison s'est abattu sur mes épaules encore plus vite que les échéances qui remplissaient mes matinées. Mes efforts pour retrouver une certaine stabilité n'ont pas adouci leur regard sur moi, et mes progrès semblaient au contraire aiguiser leur attention, comme si chaque pas en avant menaçait un ordre tacite qu'ils voulaient préserver. Sharon a commencé à raconter à la famille que je vivais toujours au crochet de la famille, alors que je participais au remboursement de l'emprunt depuis des mois. Un soir, en passant devant le salon, j'ai entendu des bribes de son récit, où elle reprenait toute l'histoire d'une manière qui me faisait passer pour une personne impuissante et irresponsable. Ces mots m'ont profondément blessé, et même si j'ai essayé de ne pas y penser, ce sentiment a persisté plus longtemps que prévu. Je savais qu'elle ne m'avait jamais vraiment considérée comme une adulte indépendante, mais je n'avais jamais imaginé qu'elle puisse remodeler ma vie de façon aussi perverse pour me faire comprendre son point de vue. Mason s'irritait de plus en plus quand je partais tôt ou rentrais tard. Il a même dit à un groupe d'amis que j'étais revenu parce que je n'arrivais plus à me débrouiller seul. J'entendais leur rire depuis le jardin, un son si méprisant qu'il résonna longtemps après la fin de la conversation. Il devint douloureusement évident qu'ils voulaient dénigrer tout ce que j'avais reconstruit, comme si le fait de maintenir une image de moi à travers ses paroles lui conférait une position supérieure au sein de la famille. Un soir, j'ai surpris une conversation entre papa et maman, leur suggérant de rester à leur place. Et le ton calme de cette remarque m'a transpercé plus profondément que n'importe quelle accusation entendue auparavant. Je suis resté planté dans la cuisine, un verre d'eau à la main, incapable de bouger pendant plusieurs secondes. Ce n'était pas seulement le sens des mots qui me blessait, mais aussi la certitude tranquille qui les sous-tendait, comme si rien de ce que j'avais fait pour eux n'avait la moindre importance. Pour garder les pieds sur terre, j'essayais de passer mes week-ends loin de chez moi. Et lors d'une de ces escapades, j'ai croisé ma meilleure amie, Dana Park. Après les présentations, je l'appellerai Dana. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café près du centre-ville, et elle a examiné mon visage avec inquiétude avant de me dire que j'avais l'air plus épuisé que je ne l'avais été depuis ma faillite, il y a des mois. Dana a dit que j'avais reconstruit ma vie avec résilience. Pourtant, ma famille avait profité de cette période difficile pour asseoir son autorité sur moi. La sincérité de sa voix ne m'a pas mise sur la défensive, mais m'a au contraire forcé à reconnaître des vérités que j'avais tenté d'ignorer. Dana a expliqué que certaines familles perçoivent l'indépendance d'une personne comme une menace pour les rôles qu'elles estiment lui revenir de droit. Grâce à ces paroles, j'ai commencé à comprendre pourquoi mes avances avaient contrarié Mason, pourquoi Sharon se sentait obligée d'édulcorer les rumeurs, et pourquoi mes parents considéraient mes mensualités de crédit immobilier comme des dettes contractées simplement pour vivre chez eux. Le schéma était plus clair que jamais, et il m'inquiétait au point que je ne pouvais plus l'ignorer. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai franchi le seuil avec la douce certitude que cet endroit ne m'appartenait plus. Pour la première fois, j'ai compris que ce que j'avais enduré n'était plus une expression de gratitude ou d'obligation, mais quelque chose qui dépassait de loin ce qu'exigeait le devoir filial. Ce soir-là, la maison était étrangement silencieuse, et bien que personne ne l'ait dit ouvertement, la tension entre nous s'est dissipée dès que nous nous sommes réunis à table. J'avais terminé une longue journée de travail et je ne désirais rien de plus qu'un repas tranquille. Pourtant, la façon dont chacun évitait mon regard me disait que le silence ne suffirait pas à maintenir l'harmonie de la soirée. Je me suis assise lentement, essayant de me calmer avant même que la première remarque ne soit faite, car je sentais l'atmosphère basculer dans une direction que je ne pouvais plus contrôler. Mason a commencé la soirée par une remarque qui, au premier abord, semblait anodine, mais dont le ton était plus tranchant que tout ce qu'il avait dit depuis des semaines. Il a regardé les assiettes que ma mère avait disposées sur la table, puis il m'a regardé avec un sourire en coin et m'a demandé pourquoi je rentrais si souvent tard. Il parlait comme si j'avais manqué à une obligation que je n'avais jamais acceptée, et même s'il n'élevait pas la voix, l'implication était plus forte qu'une accusation directe. Sharon lut dans son expression et s'accrocha à une remarque déguisée en inquiétude, me demandant si mon petit travail me submergeait déjà. Elle n'eut pas besoin d'en dire plus pour que je comprenne qu'elle voulait que les autres me voient comme quelqu'un qui peinait à garder le contrôle. Papa resta assis en silence au bout de la table pendant plusieurs minutes, son visage s'assombrissant à chaque seconde. J'essayais de garder les yeux rivés sur mon assiette et de me concentrer sur ma respiration,
espérant que la conversation prendrait un autre tournant avant que la situation n'explose. Maman se déplaçait autour de la table, ajustant ses fourchettes comme si les couverts pouvaient empêcher la soirée de s'effondrer. Lorsqu'elle s'assit et me regarda droit dans les yeux, son visage était dépourvu de toute chaleur, seulement d'un regard distant et accusateur qui s'était accumulé depuis bien trop longtemps. Le point de basculement fut quelque chose de si insignifiant qu'avec le recul, cela me parut irréel. Mason m'a demandé si je pouvais l'aider pour une réparation qu'il avait tendance à éviter, et je lui ai dit que j'avais une réunion tôt le lendemain. Mon refus fut poli, mais suffisant pour attiser la colère qui couvait en moi. Il marmonna quelque chose d'assez fort pour que nous l'entendions tous, et papa, d'un geste brusque, recula sa chaise comme si ce bref échange avait confirmé tous ses soupçons. Il me pointa du doigt avec une certitude qui fit trembler la pièce et hurla. « Tu es une sangsue. Tu n'as jamais aidé cette famille. » Sa voix résonna avec une force telle qu'elle couvrit tous les autres sons, et pendant un instant, je ne pus même pas saisir le sens de ses paroles, tant elles étaient blessantes. Avant même que je puisse me ressaisir, maman se pencha en avant avec une froideur que je ne lui avais jamais vue aussi clairement et dit « Personne ici ne t'aime. » Un silence s'installa à table, mais ce silence n'adoucit rien. Il ne fit que rendre les mots plus acérés, comme si l'absence de son les enfonçait plus profondément dans mon esprit. Mason croisa les bras, l'air satisfait, ce qui rendait l'instant encore plus pesant. Sharon laissa échapper un profond soupir, porteur d'un accord tacite. Leur réaction n'avait rien de surprenant, mais la clarté de les voir tous là, devant moi, ne laissait guère de place au déni. Je ne discutais pas. Je ne me défendis pas. Mon silence devint mon dernier rempart, et le maintenir me semblait le seul moyen d'empêcher l'instant de prendre une autre dimension. Quand je levai enfin les yeux, je compris que ce qui nous avait unis s'était transformé en quelque chose que je ne pouvais plus feindre de comprendre. Après cette nuit-là, je coupai tous les liens qui me rattachaient encore à cette maison. Je cessai de payer les factures, modifier les prélèvements automatiques que j'avais mis en place durant les mois où je m'efforçais de croire que ma présence comptait encore, et me retirer des obligations silencieuses qui m'avaient si longtemps épuisé. Je m'attendais à de l'incompréhension, ou du moins à une tentative de comprendre les raisons de ma décision si radicale. Pourtant, la première réaction de mes parents fut une sorte d'incrédulité choquée, révélant à quel point ils n'avaient jamais imaginé que la situation puisse évoluer. Le prêt hypothécaire s'est retrouvé en retard de paiement presque immédiatement, car leur budget dépendait de contributions qu'ils n'avaient jamais reconnues. J'avais couvert bien plus qu'ils ne le pensaient. Le premier avertissement de la banque est donc arrivé avant même que quiconque ne se soit habitué à mon absence. Mason a perdu son emploi à peu près au même moment, provoquant un bouleversement dans la dynamique familiale. Il avait parlé avec une telle certitude de ma prétendue dépendance que l'ironie de son chômage soudain a accentué les tensions à la maison. Sharon a fait ses valises en une semaine et a déménagé dans un petit appartement à l'autre bout de la ville, car elle refusait de soutenir ce qu'elle appelait un navire qui coulait. Mes parents luttaient pour joindre les deux bouts, mais les comptes n'ont jamais été équilibrés sans la structure que j'avais autrefois apportée. Ils ont emménagé dans un appartement modeste après la saisie immobilière, et bien que la transition les ait anéantis, je n'ai jamais ressenti la culpabilité qu'ils ont essayé de me faire porter. J'avais passé trop d'années à croire que mes sacrifices étaient invisibles, pour finalement comprendre qu'ils n'avaient jamais été perçus autrement que comme un service attendu. Partir était devenu le seul moyen de retrouver l'estime de moi-même. Pendant ces semaines, j'ai travaillé en étroite collaboration avec mon avocat, Victor Hay, qui m'a guidé dans les dernières démarches juridiques à entreprendre. Victor s'est assuré que mes liens financiers avec la maison soient officiellement dissous et m'a aidé à obtenir les protections nécessaires pour empêcher quiconque de me contraindre à nouveau à des obligations que je n'avais plus. Son objectivité m'a rassuré à un moment où ma lucidité émotionnelle était fragile, et le soulagement de voir le document final signé m'a offert la liberté que je repoussais depuis des années. J'ai emménagé dans un appartement calme près de mon lieu de travail et je me suis concentré sur ma reconstruction grâce à des routines qui n'appartenaient qu'à moi. La distance a apporté une paix inattendue, une paix qui n'avait jamais existé dans la famille où j'avais grandi. Je n'attendais plus de nouvelles d'eux, et je ne me sentais plus obligé de justifier mon absence. Ils avaient franchi la limite que je n'aurais jamais cru possible, et une fois ce cap franchi, la séparation m'a paru à la fois naturelle et nécessaire. Leur voix n'influençait plus mes décisions, me permettant d'entamer un avenir fondé sur le respect de soi plutôt que sur l'obligation. Les mois qui ont suivi m'ont appris une leçon que j'avais trop longtemps refusé d'admettre. Les liens familiaux perdent leur sens lorsqu'ils deviennent des instruments de contrôle plutôt que des sources d'affection. Le respect ne peut naître de la culpabilité, et poser des limites n'est pas un acte de rébellion quand c'est le seul moyen de préserver son estime de soi. J'ai compris que me sauver n'était pas synonyme d'abandon. C'est à ce moment-là que j'ai choisi ma vie pour la première fois, sans m'excuser. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout.
Partager ce genre d'histoire n'est jamais facile, mais je crois qu'il est important de se reconnaître dans ce combat. Si vous partagez ce sentiment, j'aimerais beaucoup connaître votre avis. Dites-moi ce que vous auriez fait à ma place ou comment vous définissez vos propres limites.